Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Top Employeur, dont le titre est Vers des ressources humaines augmentées. Donc ce webinaire est organisé dans le cadre de la semaine de l'innovation et du digital. Alors, peut-être avant d'aller dans le vif du sujet, les ressources humaines augmentées, je voudrais faire une courte présentation de qui est le Top Employeur Institute. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, au moins par le sigle rouge que vous voyez apparaître sur beaucoup de grandes entreprises qui en font mention. Alors, l'objet de Top Employeur, l'ambition du Top Employeur Institute, c'est de finalement valoriser les meilleurs employeurs. Et comment? Eh bien, en certifiant, en auditant et en certifiant leurs pratiques RH, leurs pratiques de management. Et l'objectif final, c'est d'accélérer l'impact de ces stratégies RH pour faire que le monde du travail soit toujours plus accueillant et intégrant. Alors, quelques chiffres. Nous existons depuis 28 ans. Pour mémoire, Facebook n'existe que depuis 16 ans et Twitter depuis 14 ans. Voilà. Aujourd'hui, ce sont 1679 organisations qui ont été certifiées dans le monde entier. Vous voyez que la carte est bien rouge, c'est celle qui représente l'ensemble des top employeurs. 1600 organisations qui sont plutôt des grandes entreprises. Alors, ce qui fait l'intérêt aussi de cette certification, c'est qu'elle est basée sur une méthodologie. Et cette méthodologie permet des benchmarks, des outils de comparaison, des outils d'analyse entre pays, entre continents. Ce sont 7 millions de collaborateurs qui travaillent pour ces organisations et qui donc sont impactés positivement par la certification et par l'amélioration continue, évidemment, des benchmarks et des restitutions d'audit que nous pouvons faire et délivrer pour ces entreprises. Et puis, en termes de scope, 119 pays dans le monde qui sont dans lesquels il y a des entreprises certifiées, avec 3 types de certifications, rouge, bleu et or. Rouge pour les certifications locales, Top Employeur France, Belgique, États-Unis, Finlande, Australie, Nouvelle-Zélande. Des certifications continentales, Europe, Asie, Latin-Américain, North America, etc. Et puis, quelques entreprises, une quinzaine, qui sont Top Employeur global, c'est-à-dire qu'elles sont certifiées dans plus de 23 pays dans le monde ou sur plus de 3 continents dans le monde. Alors ce matin, vous aurez la chance d'entendre Luc Tardieu, qui est partenaire chez Julius Terwen. Et puis, sans transition, avec une petite transition, un échange entre Livia et Benoît sur ces ressources humaines augmentées et pour faire écho à ce que viendra de nous présenter Luc. Donc bonjour à Luc, bonjour à Livia. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je laisse la parole à Luc pour nous parler de l'impact des ressources humaines augmentées. Merci beaucoup Benoît et puis merci de nous faire l'honneur d'introduire cette semaine. L'idée c'était d'avoir peut-être une présentation, une mise en perspective de pourquoi est-ce qu'on peut parler de ressources humaines augmentées, et vous noterez qu'on n'a pas écrit des RH augmentés. Les RH faisant référence à la fonction, les ressources humaines, aux gens qui travaillent, donc l'intégralité quelque part de la population considérée. Et ce terme d'augmenter, il est intéressant, on l'utilise pour parler de la réalité augmentée. On l'utilise volontiers en sous-jacent des 2.0, 3.0, 4.0, et puis il y en a sans doute beaucoup plus après. Mais vraiment l'idée qu'il est en train de se passer quelque chose dans le monde qui nous entoure, qui est quelque chose d'important. Et j'avais envie dans cette première présentation peut-être d'essayer de mettre une perspective large avec des éléments très simples pour essayer de comprendre finalement pourquoi la période que l'on vit aujourd'hui est un petit peu différente des autres. Et quand je dis un petit peu, en fait, je veux dire beaucoup. Je sais qu'à chaque période, on a envie de dire que c'est la révolution. Je pense que dans celle-ci, de façon assez simple, il est en train de se passer quelque chose à l'aune non pas des 2 années qu'il y a là, 2019, 2020 ou 2020, 2021, mais plutôt sur l'ensemble, je dirais, d'un 2005 à 2030, probablement quelque chose comme ça. Donc vraiment une macro-évolution. Et pour comprendre cette macro-évolution, il faut comprendre que depuis la nuit des temps, l'homme va utiliser des outils pour s'aider au travail. Et ces outils, ils ont pour but d'alléger l'effort. Rappelez-vous que le travail des champs était harassant.
et que donc être accompagné de bêtes, de charrues, etc., c'est une manière de diminuer la fatigue et donc du coup de pouvoir aussi travailler plus avec moins de main-d'œuvre et donc de diminuer le temps qui était utilisé. Bref, d'augmenter la productivité. Aujourd'hui, c'est parfois un gros mot de parler de productivité. À l'époque, il s'agissait de sueur, de mal de dos et d'arriver à vivre longtemps. Donc, c'était loin d'être un luxe que de parler de productivité, c'était une nécessité. Or, depuis, on va dire, grosso modo, les années 20, et puis avec une accélération dans les années 50 du XXe siècle, on a assisté à un outillage et une automatisation croissante des tâches. Et vous le voyez sur l'image, ça c'est une chaîne de montage. Et vous voyez que dans cette chaîne de montage, quasiment pas d'humain. Il faut vraiment chercher pour arriver à en trouver un au fond. Vous voyez que l'intégralité de la chaîne est isolée à droite et à gauche, donc on ne peut pas y pénétrer pour des raisons de sécurité. Et on va avoir tout un tas d'opérations automatisées qui vont advenir sur ces voitures. Et ça, c'est vraiment un des exemples parmi d'autres pour comprendre cette logique d'automatisation. On va avoir plus de robots industriels, on va apprendre à vivre avec eux, à les programmer, on va avoir des chaînes de montage, on va avoir des automates de conditionnement, par exemple, avec des choses tout à fait incroyables. On va avoir un suivi informatisé, un pilotage des opérations, on va avoir des tas de capteurs, des capteurs de température, des capteurs de surface, des capteurs de flux, bref, tout ce qui va nous permettre de remonter des données et de piloter l'intégralité de ces robots. Il faut comprendre que ça qu'on connaît tous, on l'a appris à l'école, cette logique de l'automatisation, cette logique, elle est d'abord liée à un phénomène fondamental qui est une logique d'accélération des flux matériels. C'est-à-dire, ce qui est important dans tout ça, c'est que les voitures que vous voyez, elles passent dans le processus le plus rapidement possible. On est donc dans une automatisation qui est d'abord physique dans cette partie des années 50 jusqu'à nos jours, et ça se poursuit, ça ne s'est pas arrêté. Et probablement que là, il y a une bascule qui est une bascule très forte depuis à peu près une quinzaine d'années. On entend beaucoup parler de choses sur l'intelligence artificielle, sur plein de choses, mais fondamentalement, on est dans une automatisation des tâches immatérielles. Alors évidemment, ça a commencé il y a longtemps avec le boulier, la calculette, mais l'accélération ces derniers temps est une accélération qui est une accélération absolument majeure. Et on va le voir avec quoi? On va le voir avec la robotisation des flux, des process, les chatbots qui deviennent de plus en plus intelligents. Alors pour l'instant, il nous semble encore un tout petit peu pas très intelligent. Quand vous posez des questions à Alexa ou à Siri, en général, ça fait plus rire que ça ne donne des véritables réponses. Si vous dépassez le stade de la conversation météo sur quel temps fera-t-il demain ou y a-t-il des embouteillages en banlieue parisienne. Mais c'est en train de s'améliorer et ça s'améliore à très bonne vitesse. Deuxième niveau, on a des choses qui sont capables de faire des analyses lexicales assez fines et qui, en fonction des valeurs de vocabulaire, sont capables d'identifier des éléments d'émotion. On sait, avec un algorithme, reconnaître les 6 émotions basiques sur le visage de quelqu'un. Identifier le sourire, le mouvement des yeux, ça ne présente pas de difficultés majeures et on sait le faire également sur le ton de la voix. Vous voyez des choses qui paraissaient quand même assez folles il y a à peine une dizaine d'années. Et puis évidemment, l'intelligence artificielle au sens large, que ce soit dans les robots, dans leur version, je dirais, la plus naïve, qui est celle qu'on voit à l'écran. On imagine que c'est ça un robot. La plupart du temps, un robot, c'est d'abord un gros serveur informatique. C'est à ça que ça ressemble, avec beaucoup d'algorithmes. Et finalement, la forme humanoïde, ce n'est jamais que ce que Isaac Asimov avait envie de nous montrer. Ce n'est pas forcément le robot d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre ça? Parce que vous allez avoir progressivement ces robots qui vont intégrer votre vie au travail et ils le font déjà. Je vais vous donner quelques exemples. Dans une société d'assurance vie, il y a une start-up qui est arrivée, une société qu'on accompagnait. Et la start-up, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable de scanner des chèques, donc des choses écrites à la main, ce qui déjà en soi est une bonne prouesse pour ne pas avoir trop de ratés. Mais non seulement elle fait ça, mais en fonction de votre nom, de la date à laquelle vous avez envoyé le chèque, du montant du chèque et de qui l'a signé, elle est capable de dire si c'est un rachat de votre assurance vie, si c'est un versement, si c'est le paiement des frais, et elle va l'attribuer automatiquement. Et alors là où c'est intéressant, c'est que vous voyez que l'intelligence artificielle est capable de prendre des micro-décisions. Mais à la seconde où ça va devenir un peu flou, à la seconde où ça va devenir ambivalent, alors elle va présenter à l'opérateur, au gestionnaire, elle va présenter quelque chose en lui disant, voilà ça, est-ce que c'est plutôt un versement ou est-ce que c'est plutôt un paiement de cotisation? Aide-moi. Et
l'opérateur va choisir parce que lui, il sait, il a de la compétence pour le faire, et ça va venir renforcer l'algorithme de l'intelligence artificielle. Et vous voyez qu'on est à une zone d'interface entre l'intelligence humaine et l'intelligence de la machine qui est extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Et plus ça va aller, plus ce truc-là, qui vous paraît peut-être luxueux, va devenir à votre portée. Je vais vous donner un deuxième exemple beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de vous. Vous avez peut-être vu pendant le confinement l'explosion d'un outil qui s'appelle Teams. Teams, outil de Microsoft, j'en fais pas une pub particulière, mais je l'utilise au quotidien. Dans Teams, il y a un outil peu connu pour l'instant, encore assez difficilement accessible, il faut bien l'avouer, qui s'appelle Flow. Et Flow, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre, en fonction de critères, d'effectuer des actions. Alors, je vous donne un exemple. À chaque fois que Benoît Montet de Top Employeur m'envoie un message, cher Teams, je voudrais que tu décroches la pièce jointe et que tu ailles la ranger dans un dossier qui se trouve à tel endroit, qui est un dossier partagé avec Livia et qui s'appelle Top Employeur Benoît. Eh bien ça, Flow le fait très bien. Mais vous voyez que cette programmation qui reste quand même un petit peu touffue, il faut bien se l'avouer, elle va évoluer. Elle va évoluer sous l'effet de quelque chose qui est pris avec énormément de sérieux par les très grands opérateurs que sont Google, Microsoft, etc., par le no-code. C'est quoi le no-code? C'est faire qu'en bougeant des petits trucs de façon visuelle, un enfant de 5 ans est capable de faire un programme. Et ce programme sera tout à fait opérationnel. Ça veut dire que vous allez arriver à automatiser des choses avec des algorithmes qui vous ressemblent, qui vous rendent le service dont vous avez besoin. Et vous voyez que ça, c'est une évolution absolument fondamentale qui fait passer de cette automatisation des tâches matérielles à une automatisation des tâches immatérielles. L'ordinateur comme ce prolongement naturel de votre cerveau avec lequel vous avez beaucoup plus de productivité, évidemment. On peut imaginer plein d'applicatifs autour de ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de ça? Donc, premier élément, depuis le XXe siècle, macro-séquence, on est en train de passer à une automatisation des tâches immatérielles et cognitives. Deuxième élément fondamental, j'y passerai un peu moins de temps, mais il est important quand même, c'est l'évolution des générations et des attentes au travail. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, et là, on va aller sur la petite slide d'après, qui est juste illustrative, c'est que l'évolution des attentes au travail, elle est très liée à cette évolution des activités et de l'automatisation. En fait, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que vous allez automatiser une tâche, vous allez reporter le travail des gens sur des choses qui ne peuvent pas être faites de façon automatique. Essentiellement, deux grandes sphères. Les activités décisionnelles, on l'a vu dans le chèque ambivalent qui se présente à l'écran, ou dans les activités relationnelles. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'en termes, nous sommes des humains, on aime être en interaction avec d'autres humains, et l'expérience avec le chatbot nous apporte pas toujours la même satisfaction qu'avec une vraie personne en réel, par exemple dans un service client. Donc on sait aujourd'hui que le chatbot permet de gérer des demandes bien particulières, mais n'arrive pas à remplacer intégralement la relation client. Alors qu'est-ce qui nous intéresse dans ces deux types d'activités? Le fait qu'en fait, le monde est complexe. Et comme il est plein d'ambiguïtés, il y a plein de moments dans lesquels on ne sait pas trop si c'est un chat ou un chien, on ne sait pas trop si c'est une grande rupture ou si c'est une simple évolution. On va avoir besoin de l'humain pour faire un judgment call, comme disent les Anglais, c'est-à-dire de faire un pari, de faire une décision sur l'ambivalence. Et aujourd'hui, si vous testez les très grandes intelligences artificielles, que ce soit les Watson ou Google, leur capacité à gérer les situations ambivalentes est très faible. Si vous jouez avec un ordinateur aux échecs, par exemple, on est dans un environnement qui est très cadré. Donc, a priori, il est capable de gérer ça parce qu'il y a très peu d'incertitudes. Mais si vous commencez à mal positionner les pièces, ou si vous commencez à faire des blagues ou à vous absenter 1 heure pour aller boire un café, l'ordinateur ne sait pas si vous êtes en train de boire un café ou en train de réfléchir. Donc, ce n'est pas des situations que l'ordinateur n'est capable de capter. Donc, les activités décisionnelles, c'est d'abord lié à l'ambivalence des informations qui nous sont présentées. Les activités relationnelles sont liées à un besoin profond que les êtres humains ont d'être en interaction avec les autres. Parce que c'est ce qui nous a permis de survivre jusqu'à présent, d'être en groupe. Donc, on y garde quand même un certain attachement malgré tout. Et je pense que pendant le confinement, on aura tous senti que ça valait le coup quand même d'être un petit peu avec les autres. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre que ces évolutions-là ne doivent pas nous faire peur. Elles peuvent faire peur si on a été dans un métier dans lequel tout d'un coup on automatise les tâches, mais les nouvelles générations et de façon générale la force de travail
a subi une évolution qui est quand même extrêmement importante. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Et ça, c'est vraiment un élément qu'on oublie, c'est que quand on regarde la force de travail aujourd'hui, et si on peut aller sur la slide suivante, Benoît, quand on regarde la force de travail aujourd'hui, on se rend compte de quoi? On se rend compte que le niveau d'études, c'est quelque chose de très simple, a fondamentalement augmenté. Et on l'oublie souvent, ce fait. C'est un fait majeur. Pensez que, j'ai re-regardé les statistiques ce matin pour être sûr, mais en 1985, 30% d'une classe d'âge arrivait au bac et pouvait envisager des études supérieures. Vous savez, on en a fait une politique, 80% d'une classe d'âge au bac, mais ce n'est pas parce que c'est une politique que c'est faux. Vous avez aujourd'hui 80%, c'est plus du double d'une cohorte qui aujourd'hui arrive dans les études supérieures. Donc les gens sont beaucoup et mieux instruits, et mieux éduqués, et mieux formés, préparés au monde du travail qu'ils ne l'étaient, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est un fait sociologique majeur. Avoir ça en tête, c'est comprendre beaucoup de choses sur la manière dont les individus vont réagir. C'est comprendre une première chose qui est que si vous êtes plus compétent, la plupart du temps, vous êtes aussi un peu plus autonome dans ce que vous faites. Donc, les collaborateurs, ils sont en attente d'autonomie, en attente fondamentale d'autonomie. Ils veulent plus d'autonomie dans leur travail, ils veulent qu'on leur laisse plus de marge de liberté, et quasiment toutes les études le montrent. Ils veulent apprendre vite, se développer et avoir plus de marge de liberté. Et eux sont extrêmement conscients de l'impact des évolutions technologiques sur leur travail. Pensez à la fameuse dissertation Wikipédia. Quand vous demandez à un enfant aujourd'hui de faire une dissertation ou un exposé sur Napoléon, il pille Wikipédia. Et il a raison. Pourquoi poser une question pour laquelle tout est écrit et toujours beaucoup mieux que ce que je ne pourrais faire? On est obligé de changer la nature des devoirs. Donnez-moi votre opinion sur la vie de Napoléon. Et voyez bien qu'on a changé d'une tâche qui était assez mécanique, recopier ou faire une synthèse, et une tâche décisionnelle, donnez-moi votre opinion. Et ça, on va le retrouver également dans le management. Pourquoi? Parce que finalement, si vous projetez à un travail relativement manuel, tel qu'il se présente encore dans les années 30, puis jusqu'aux années 50, vous avez à peu près ce schéma avec Charlie Chaplin dans les temps modernes, voyez, en train de visser des boulons au milieu de ses collègues. Si vous avez ça, ça veut dire quoi pour le management? Eh bien, le management, il va mettre son attention sur des choses qui sont normales, c'est-à-dire faire quand il manque un ouvrier, contrôler que le travail est fait, animer un peu la production et éventuellement donner un conseil, vaguement aider. Mais fondamentalement, le focus du manager, il est forcément sur contrôler et animer. Je partage avec vous que quand on dit oh là là, on en a marre du mode command and control chez les managers, ce mode command and control, c'est ce qu'on leur a appris à faire compte tenu d'une main-d'œuvre peu qualifiée avec un travail processé, des méthodes uniformes et une latitude laissée aux collaborateurs relativement faible. C'est le mode de management dont on a besoin face à ça, c'est normal. Si maintenant on change de paradigme et qu'on se place aujourd'hui, ben aujourd'hui vous allez voir que le monde est très différent. Alors là, vous voyez The Office, que vous connaissez peut-être, vous avez une main-d'œuvre qui est qualifiée, un travail qui est intense sur le plan cognitif, vous avez beaucoup d'adaptations à avoir et vous avez une latitude décisionnelle importante. Si c'est le cas, alors le rôle du manager, ça va être de moins en moins de faire être contrôlé parce que vous avez besoin que l'opérateur, non pas prenne la décision que vous voulez prendre, vous voulez qu'il soit capable de prendre de bonnes décisions. Donc, vous ne devez pas faire à sa place, vous devez augmenter sa capacité. Donc, il va falloir animer régulièrement, avoir du partage entre les opérateurs ou entre les collaborateurs, il va falloir conseiller, il va falloir aider. Et tout ça, vous ne pourrez le faire que si vous adoptez une posture dans laquelle vous allez vous mettre en retrait, finalement, par rapport au travail. En retrait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas dire ce qu'il faut faire, vous n'allez pas vous positionner en tant qu'expert parce que ce n'est pas le besoin. Parce que si vous dites ce qu'il faut faire, vous avez quelqu'un qui va venir dans votre bureau toutes les 4 minutes. Il doit prendre des décisions ambiguës. Vous avez besoin qu'il monte en capacité décisionnelle. Je reviens sur ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Donc, c'est à la fois le besoin des individus et l'évaluation du niveau d'études, et puis c'est le besoin qui est lié à l'évolution des outils. Deux macro-phénomènes, donc très simples à avoir en tête, parce que ce sont eux qui vont finalement nous montrer la direction vers laquelle s'acheminent nos ressources humaines avec un petit R et avec un petit H, donc pas la fonction, mais bien les gens qui travaillent. Alors, ça veut dire quoi pour les RH? Eh bien, pour les RH, ça veut dire un certain nombre de choses. Des choses assez importantes, si on peut aller à la slide d'après. Ça veut dire que les RH, ils vont devoir
gérer également des gens dont la densité cognitive au travail augmente. Ce qui veut dire qu'il va falloir leur rendre un meilleur service, plus fluide, plus souple, dans lequel les RH ne peuvent pas être une contrainte. C'est-à-dire que il est arrivé au RH il y a une dizaine d'années à peu près la même chose que ce qu'on a vu dans certains services publics, c'est-à-dire que dans le service public, on a plutôt le pouvoir du côté de l'agent, et puis en face, on a un utilisateur qui est obligé d'attendre ou de subir quelque part la contrainte que lui impose le système administratif. Et cette tendance est complètement renversée. Aujourd'hui, on parle d'usager, de service à l'usager, avec l'idée qu'il faut rendre un bon service. Donc l'usager n'est pas censé prendre ma contrainte. C'est un peu pareil pour les RH. L'idée qu'il y ait plein de contraintes réglementaires, certes, mais l'idée, c'est quand même d'alléger au maximum ces contraintes sur les utilisateurs finaux. Donc, on va lui proposer du self-servicing, on va automatiser des opérations, on va dématérialiser les flux, il aura son bulletin de paye sur son smartphone, on va anticiper avec de la data, on va faire du recrutement prédictif, Benoît en parlait, vous allez en parler un peu plus tard dans la semaine, mais tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont améliorer le service. Or, pour améliorer le service, ça veut dire que les ressources humaines, cette fois les fonctions RH, vont devoir avoir une compréhension très stratégique de la manière dont cette automatisation peut se faire. Il va falloir avoir une stratégie de mise en œuvre des outils. Il va falloir fabriquer une espèce de RH factory, on pourrait dire. C'est-à-dire l'usine qui produit les fiches de paye, c'est vous qui allez la gérer en tant que RH. Et pour gérer cette usine, il faut comprendre comment elle fonctionne. Le deuxième aspect, c'est que si vous êtes capable de faire ça, alors vous allez pouvoir également vous repositionner sur la dimension humaine, ce qui est d'abord une attente très forte la plupart du temps. Quand on vient vers les fonctions RH, c'est généralement parce qu'on a un appétit sur la dimension humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement de nouveaux troubles. Écoutez, hier, sans doute pour quelques-uns d'entre vous, les débats post-municipaux, les spécialistes parlent d'un moment, une élection post-traumatique. Il y a des nouveaux troubles là-dedans. On aura des nouveaux troubles qui seront liés au télétravail généralisé avec certitude. On n'est pas toujours capable de les anticiper, mais on en aura. Je donne un exemple. Le sujet de l'alcoolisme au travail est un sujet majeur, mais il y a une norme sociale qui fait que les gens sont à côté de vous. Donc, ils ne peuvent pas simplement boire devant tout le monde. À la maison, il n'y a aucun problème. Les grands sujets, parce que vous restez avec une forme de responsabilité sur ce qui se passe chez les gens, quand bien même ils sont chez eux. Donc, nouveau trouble, première chose. Deuxième chose, on est face à une mutation des compétences qui est très rapide. Et il va falloir apprendre à prédire, ou en tout cas à anticiper, les mutations suivantes et à accompagner concrètement les équipes. Un exemple. Il y a une dizaine d'années, je faisais ce métier et la plupart de mes interlocuteurs connaissaient un peu la dimension humaine. Honnêtement, pas tant que ça. Peut-être 4 ou 5% des gens qui avaient soit fait une formation, soit une certification dans un domaine lié au leadership ou au management. Aujourd'hui, je dirais que c'est bien les 2/3 de mes interlocuteurs qui ont une certification coaching ou qui se sont fait former et qui ont une connaissance sur les sujets humains, qui est une connaissance réelle, une vraie compétence. Eh bien ça, c'est intéressant parce qu'on sait que les besoins d'accompagnement des équipes naturelles sont extrêmement importants et par ailleurs que vous ne pourrez pas tout externaliser. Il y a un vrai avantage à internaliser ça. Et on voit fleurir quoi? Plus de coachs en entreprise, plus d'accompagnement interne et ça, c'est aussi le rôle des RH. Donc, c'est une espèce de trépied au pied assez écarté, finalement. D'un côté, quelque chose qui est assez tech, mais qui va supposer une vision stratégique, et de l'autre côté, quelque chose qui est très humain et qui va supposer des vraies compétences pour le faire. Et le troisième point me paraît important. Je crois que quand on écoute l'atmosphère ambiante autour de la responsabilité sociétale, autour des entreprises à mission, autour de l'environnement, c'était à l'honneur hier soir, mais c'est un vrai sujet. Et ce sujet-là, je crois, va nous orienter vers une place de plus importante de l'éthique, qui finalement n'était pas tant un sujet que ça. Or, autour de la data, il y a des énormes sujets éthiques. Des énormes sujets éthiques. Concrètement, quelles données puis-je utiliser? De quelle façon? Est-ce qu'il est acceptable de les utiliser? Et puis, quand j'utilise un prestataire, moi, RH, je suis garant de l'équilibre, de l'éthique, de la transparence du système. C'est un enjeu absolument énorme. Donc, vue stratégique, positionnement humain, et puis un troisième élément, je dirais, dans l'impact sur la fonction ressources humaines, qui est cette dimension de garant du système, de gardien du temple, maintenir un système à la fois transparent, c'est une demande énorme des nouvelles générations, et puis deuxièmement, un système qui reste humain malgré toute cette dimension d'automatisation, d'intelligence artificielle et technologique.
Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec cette petite vingtaine de minutes pour ouvrir les débats. Merci beaucoup, Luc. Intervention absolument passionnante. Évidemment, ça donne très envie de rebondir immédiatement sur tout ça. Je rappelle à notre audience que vous avez possibilité de poser des questions. Donc, je pense que vous avez des millions de questions à poser à Luc, à la fois sur l'évolution, sur l'accélération peut-être de ces derniers mois, mais aussi sur les éléments un peu fondamentaux, qu'est-ce qui reste de l'humain, quelle est la place de l'humain dans le digital. Je pense que Luc en a bien parlé et a bien mis en avant ces points-là. Donc, posez vos questions. Il y en a déjà quelques-unes hors du chat, mais voilà, posez vos questions. Merci, Luc, en tout cas, pour cette belle intervention. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le fondamental ou sur les fondamentaux de ce webinaire. Pourquoi Juliet Sterwen et Top Employeur pour parler des ressources humaines augmentées. En fait, l'histoire est assez ancienne maintenant, mais en même temps assez belle. En fait, l'histoire de notre collaboration, elle date d'il y a quelques années, à l'époque et lors d'un colloque organisé au CNAM autour de Cécile Dejoux, où on s'est rencontré avec Juliette Sterwen. Et puis, suite à des échanges assez fructueux et intéressants, est née l'idée de partager avec nos audiences, nos clients, et plus largement, une vision triangulaire sur les pratiques et les évolutions des ressources humaines en général et de la fonction ressources humaines en particulier. Alors, cette vision triangulaire, elle est simple, elle est celle de Top Employeur, un auditeur, avec des datas, avec des chiffres sur ce que font les entreprises aujourd'hui. Et puis celle de Juliet Sterwen, avec une expérience sur ce que les entreprises souhaitent, sur ce qu'elles veulent mettre en place. Et puis enfin, le troisième ligne du triangle, ce sont des témoignages clients. Donc une triple vision d'audit, de conseil et de réalité client pour observer le monde du travail. Donc tout ça a donné lieu et naissance à une collaboration qui dure maintenant depuis 4 ans et à l'édition tous les ans, assez régulièrement, de livres blancs. Donc le premier livre blanc parlait de l'ADN des transformations des métiers et des ressources humaines. Avec les ruptures technologiques et des choses que Luc vient de vous détailler avec brio. Il y a 2 ans, le sujet, c'était les modes de management, les modes de fonctionnement, l'organisation de l'entreprise avec l'agilité, qui est toujours d'ailleurs un mot-clé en ressources humaines, mais en management en général, l'agilité qui est la nouvelle alliée des DRH. Et puis cette année, on est en train de préparer, c'est pour ça que Livia aussi est avec nous aujourd'hui, parce qu'elle est chef de projet sur le sujet, un nouveau livre blanc sur les ressources humaines augmentées. Voilà, comment nous nous sommes rencontrés et comment on en est arrivé là. Alors, peut-être Livia pour faire la transition entre ce que Luc vient de dire et notre échange, je te laisse la parole sur conclure et lancer nos échanges sur nos constatations. Oui, alors merci Benoît et merci beaucoup à Luc pour cet exposé que l'on partage. Ce qu'on voit, donc justement la prochaine édition du livre blanc, on a souhaité pas être seulement sur des pratiques et des best practices RH, mais aussi effectivement creuser cette question d'outils. Ce qu'on retient, en tout cas nos échanges de préparation, c'est de se dire que voilà, en amont, pour que les RH accompagnent ces ressources humaines en général, il faut qu'ils puissent aussi se poser des bonnes questions sur les outils et quels moyens d'y arriver. Et puis en aval, voilà, les outils existent, mais l'acceptation n'est pas non plus toujours là. C'est pas si simple de s'approprier ces outils, hein, même si tu as donné des exemples effectivement de low-code, d'outillage qui peuvent être accessibles. C'est vrai que dans notre quotidien de RH, on voit que ce n'est pas non plus toujours si simple de mettre ces projets-là en place ou de penser à soi en premier. Alors, on est de plus en plus sollicité pour accompagner les RH dans leur transformation. Mais voilà ce qu'on a eu envie de creuser, en tout cas avec vous dans notre prochaine édition, qui sera disponible à la rentrée. Et je le dis tout de suite, mais effectivement, avec le replay de ce webinaire, vous aurez un résumé de 4 pages pour vous donner déjà envie
de participer aussi, peut-être d'apporter vos témoignages également, parce que n'hésitez pas dans les questions, mais vos témoignages sur vos propres expériences de mise en place et d'appropriation de ces outils. Mais oui, donc très bien sur la prochaine slide, Benoît. Donc nous, on a voulu faire le focus sur 3 grandes familles d'outils que tu as déjà tout à fait bien commencé à illustrer, Luc. Donc je les cite rapidement et puis on va les reprendre un petit peu plus avec Benoît tout de suite dans ce qu'on observe déjà chez les top employers notamment. Donc un focus sur l'apport de l'intelligence artificielle et donc l'utilisation des big data, des données donc en RH. Ce que ça donne, tu as parlé effectivement de dématérialisation d'activités et Dieu sait si dans le domaine RH, il y a un certain nombre d'activités immatérielles mais qui sont chronophages et répétitives. Donc, on a des usages intéressants dans le recrutement, notamment dans le sourcing ou dans le développement des talents qui peuvent être vraiment à forte valeur ajoutée pour que les RH regagnent du temps dans leur fonction justement d'interaction humaine et de réflexion sur la stratégie. Donc peut-être Benoît, toi tu veux nous dire ce que tu vois sur la partie IA un peu plus concrètement déjà sur le terrain? Oui, alors effectivement, quand on regarde les chiffres qui sont la résultante de nos audits sur l'intelligence artificielle, mais surtout sur le big data. En fait, le big data, il va être intéressant comme source finalement d'analyse. Ce qu'on voit, c'est que déjà les entreprises, enfin les top employers qui ont été certifiés au niveau global, il y en a déjà plus de 85%, autour de 85%, qui sont équipés de plateformes SIRH, c'est-à-dire qui ne sont pas uniquement pour les entretiens ou uniquement pour le recrutement ou pour la paie, mais qui vraiment sont des outils beaucoup plus holistiques de la vie du collaborateur. Donc, c'est même le cas pour 90% des top employers en France. Alors, quand je parle de chiffres, je parle de chiffres globaux, donc 1700 entreprises dans le monde. Et quand je parle de chiffres français, ça concerne une centaine d'entreprises, grosses entreprises en France. Donc, on voit que sur le big data, sur le data lui-même, normalement, les ressources humaines sont équipées d'outils qui leur donneraient la capacité d'utiliser ce data. Mais quand on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit que finalement, il n'y a plus que 58%, donc quasiment la moitié, un peu plus de la moitié, des top employeurs qui sont capables de tirer de ces outils des métriques via une application en ligne qui permettent des filtres ou des segmentations. Donc on voit qu'il y a les outils qui sont là, mais l'usage qui n'est pas encore là. Et si l'usage n'est pas encore là, c'est-à-dire que ça n'équipe pas les services ressources humaines et surtout les business partners à partager dans leurs instances opérationnelles des éléments, des outils et des chiffres pour pouvoir piloter le business. Voilà ce qu'on voit. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces outils-là, c'est des outils qui permettent du data et qui permettent de la transparence. Et en termes de transparence, et Luc en a parlé tout à l'heure, je te remercie, sur la frilosité, mais j'y reviendrai tout à l'heure aussi, on voit que ces outils SIRH sont, et c'est plutôt bon signe, à 80% utilisés par les salariés, mais que quand on regarde les chiffres en détail, il n'y en a plus que 77% des managers qui ont accès aux mêmes informations sur leurs équipes. Donc, on voit que la transparence aujourd'hui, elle est plutôt la transparence vis-à-vis du collaborateur sur ces datas personnelles que à la fois pour les RH, pour les utiliser ou pour réfléchir dessus, ou pour les managers pour s'en servir d'outils de pilotage. Donc, on est encore bien loin de l'intelligence artificielle, malheureusement, généralisée. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a cet accès, hein, et tu en parlais très bien, Luc, dans le quotidien, on va avoir aujourd'hui des applications, les enceintes connectées, le téléphone, notre ordinateur, certains programmes qui utilisent finalement des algorithmes d'intelligence artificielle et qui se basent effectivement sur les données dont on a parlé. Mais pour l'instant, effectivement, toutes les possibilités ne sont pas si évidentes que ça. Quand on remonte dans toutes les fonctions de l'entreprise, on va plus être sur les usages. Finalement, c'est le quotidien qui va ramener cet intérêt ensuite dans le monde du travail. Et ce qui crée aussi des attentes de la part des collaborateurs. Donc, ce qui va être effectivement
symétrie des attentions et marque employeur va aussi pouvoir s'emparer de ces opportunités-là. Tu voulais réagir peut-être? Oui, il y a un mouvement qui s'est développé essentiellement sous l'impulsion d'Apple et de Android, enfin de Google, qui est le moment où tout à coup les innovations sont allées plus vite dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Et j'ajouterais que assez probablement toutes les questions de data vont quand même être beaucoup pilotées par les questions légales dans la capacité de ce qu'on pourra faire en entreprise. Parce que aujourd'hui, étant maître de ma propre data, j'ai accès à beaucoup plus d'applicatifs que dans le cadre de mon entreprise. C'est ça. Ouais. Exactement. Alors, je fais le lien avec les autres technologies pour qu'on garde quelques minutes de questions aussi pour les participants. Mais ce qu'on observe aussi et de façon un petit peu symétrique, c'est que sur la question des robots, on est aussi sur une adoption qui est encore un peu timide dans le monde du travail. Alors, tu as très bien illustré tout à l'heure, Luc, le fait que pour l'instant, on est plutôt sur la partie logicielle du robot. Donc, dans nos métiers RH, on va avoir un certain nombre de tâches qui sont déjà automatisées et automatisables par ce qu'on appelle le RPA, le Robot Process Automation. Donc, c'est ce qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps et de sécuriser aussi un certain nombre d'opérations, de saisie, de paye, par exemple, d'entrée et sortie de collaborateurs. Donc, c'est des choses qui peuvent être vraiment très, très pratiques pour gagner aussi en performance, parce qu'on parle également, même si c'est un gros mot de performance en RH. Donc, les chatbots, tu l'as déjà très bien illustré, commencent à être un peu plus présents en écho à ce qu'on voit dans l'expérience client. On va parler aussi d'expérience client interne, donc d'expérience collaborateur. Et là aussi, on va avoir des attentes d'ailleurs, un certain nombre de questions-réponses qui peuvent être facilitées par l'usage de chatbots. Et ils s'améliorent effectivement de plus en plus vite. Il y a des chercheurs d'ailleurs qui bossent vraiment beaucoup là-dessus sur la fluidité des agents conversationnels, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Bon, et puis les robots sociaux, alors qui sont plus ma marotte, puisque comme vous avez pu voir, c'est aussi mon sujet de thèse. C'est clair que le robot humanoïde, humanoïde, comme tu l'as illustré tout à l'heure en image, sont encore assez peu présents, si ce n'est qu'on voit des choses quand même, des expérimentations au niveau de robots d'accueil, de robots d'aide aussi aux collaborateurs. Et puis, on pourra en reparler, la situation de post-Covid a ramené aussi cette question de l'appel à certains robots pour permettre aussi certaines actions qui ne sont plus possibles dans le côté physique ou l'entretien des locaux, enfin des choses qui peuvent être en appui. Mais voilà. Donc de ton côté, je ne sais pas sur ce que tu voulais toi préciser, Benoît, sur cet aspect robotique. Très rapidement sur les robots, on a un peu les mêmes constatations que sur le big data. Sur les robots, on a fait un focus particulier sur le recrutement. Pourquoi? Parce que le recrutement, c'est des populations plutôt relativement jeunes qui sont targetées et qui sont assez sensibles aux nouvelles technologies. Mais on s'aperçoit que sur le recrutement, encore une fois, les RH sont assez traditionnels. Ils sont 90% d'auto-employeurs à avoir des outils d'ATS, de screening, de CRM, de candidate relationship management. Mais quand on leur pose les questions sur les chatbots sur le recrutement, il n'y en a plus que 10% qui ont des chatbots pour le recrutement. C'est-à-dire qu'on est encore dans un système très généraliste et qu'il y a encore une certaine timidité, même pour targeter des populations qui, au contraire, ont beaucoup d'appétence pour ces outils plutôt modernes, sur les chatbots. Et puis ce qu'on voit aussi, au-delà de ces 10%, c'est que ces 10% de chatbots qui sont utilisés chez les top employeurs, c'est finalement, ils ont une dimension plutôt transactionnelle et pas vraiment émotionnelle. Donc, heureusement, il restera du boulot pour les services ressources humaines, mais voilà, il manque un peu de tonalité, le bon ton et le bon positionnement pour que vraiment le chatbot soit aussi adopté, parce que c'est une question non seulement de disponibilité de l'outil, mais aussi d'adoption de l'outil qui va en faire son succès ou pas. Donc voilà ce qu'on voit. Et donc, troisième volet de technologie qu'on a regardé ensemble, c'est aussi tout le sujet de la réalité virtuelle et réalité augmentée. Il y aura aussi des témoignages spécifiques dans les prochains webinaires de la semaine. C'est clair que les deux gros usages qu'on peut voir dans le domaine professionnel, ça reste le recrutement et ce qui va être intéressant pour faire découvrir un environnement, en tout cas de travail, pour simuler aussi un poste. Et ce qu'on voit aussi de façon intéressante dans tout ce qui est formation, notamment formation finalement en situation de travail. Là, on retrouve un gros intérêt à la réalité soit virtuelle en immersion complète, soit en réalité augmentée, donc en situation
On le voit même dans le domaine soit industriel ou médical, on peut accompagner des gestes d'un opérateur en situation, sur une chaîne de montage, sur du pilotage de bateau, enfin, plein d'autres situations qui vont permettre d'accompagner vraiment quasiment in situ et de sécuriser un collaborateur qui est en train de se former à une nouvelle activité. Donc ça, c'est intéressant aussi que les équipes RH s'emparent de ces projets et puissent les accompagner aussi dans une politique de formation et de développement des compétences. Ouais, effectivement, on est encore une fois assez dans la prospective. Hein. Si je reprends les chiffres Top Employeur sur le recrutement et sur un des aspects réalité virtuelle et outils de gamification, il n'y en a que 30% qui ont des jeux ou du gaming sur le recrutement. Donc, c'est même pas un tiers. Voilà. Je suis allé trop loin. Voilà. Sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée, on a quelques exemples très intéressants qui sont le fruit de nos audits, et notamment sur la formation et sur l'accompagnement opérationnel des opérateurs. On a l'exemple d'une entreprise qui a des salariés sur des plateformes pétrolières, par exemple, et qui ont mis en place des outils de learning on demand, c'est-à-dire que quand l'opérateur intervient sur une plateforme, il a possibilité, par ce qu'il appelle des lunettes de téléportation, de charger des manuels d'instruction, des vidéos d'autres collègues qui ont eu à faire face à la même panne ou au même incident, pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans le service client. Et là, c'est intéressant parce que du coup, on peut mesurer l'efficacité de la formation par l'intermédiaire de cette formation in demand et just in time. On peut le lier à la satisfaction client et à la satisfaction salariée, ce qui est très intéressant. Alors, les deux autres chapitres qu'on présentera dans notre livre blanc permettront de faire le lien avec ce que Luc nous a présenté hein, sur voilà, comment ces nouveaux modes de travail, ces attentes et les enjeux qui en découlent pour les RH sont impactés. Donc, je ne vais pas reprendre forcément là en détail pour garder un petit temps de réponse et, voilà, et de vous laisser aussi peut-être poser des questions sur l'avenir, tel que vous l'imaginez de votre côté. Alors, je crois, Benoît, qu'on a déjà quelques questions. Si on peut se prendre encore 5 minutes tous ensemble, on a déjà quelques questions à l'écran du côté du chat. Très bien. Alors, peut-être qu'on va passer aux questions. Alors, il y a deux sujets qu'on n'a pas traités, qui sont les nouveaux modes de travail et de management, mais c'est vrai qu'il y a une telle accélération, ce serait intéressant d'avoir votre feedback. Alors, les questions, Jessie Boulanger qui nous dit que c'est passionnant, je la remercie. Est-ce que tu arrives à lire les questions, Livia? Oui, alors il y avait une question pour Luc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'évolution du rôle des managers. Quand tu parlais d'écoute, précisément, on nous demande ce que tu entends par là. Concrètement, c'est quoi cette écoute par rapport à ce qu'il y avait avant? En fait, dans la mécanique, le poids de la hiérarchie faisait qu'auparavant, c'était le manager qui parlait et les salariés qui écoutaient. D'accord? Pourquoi? Parce que quand le manager est expert, il détient la réponse et donc il demande aux autres de l'appliquer. À partir du moment où vous demandez aux gens de décider par eux-mêmes, donc d'avoir une activité décisionnelle et relationnelle, comme vous ne pouvez pas le faire à leur place, vous êtes obligé de rentrer dans leur schéma de pensée pour comprendre comment ils fonctionnent. Il n'y a que comme ça que vous pouvez les aider. C'est-à-dire si je viens vous voir en disant mais Livia, comment est-ce que je peux faire pour quand j'ai tel problème avec un client, comment est-ce que je peux faire pour adoucir un petit peu le truc? Livia peut me donner une solution, mais la solution, elle sera forcément contingente à une situation donnée. Ce dont Livia a besoin vis-à-vis de moi, c'est de me faire monter d'un cran sur le sujet. Et donc, ce dont elle a besoin, c'est du coup d'écouter pour comprendre mes modes de fonctionnement et pouvoir infléchir ma manière de fonctionner sur peut-être un ou deux éléments. Donc, cette notion d'écoute, on la voit parfois, je ne suis pas un grand fan des buzzwords comme manager, coach, etc. Je sais que c'est très à la mode. Mais le problème, c'est que quand on les multiplie, au bout d'un moment, on a l'impression que la tâche du manager devient impossible. Je crois que si toutes ces tâches-là, être le premier âge de l'entreprise, porter la vision, être manager coach, toutes ces choses-là, elles reviennent finalement à une question fondamentale. La question fondamentale, c'est comment je me positionne dans la conversation avec des gens qui font un métier qui demande beaucoup d'intelligence,
pour me mettre peut-être dans une relation qui est une relation un peu différente. Écouter mieux, être attentif aux signaux faibles, poser des questions, relancer, faire accoucher quelque chose pour être en appui de l'autonomie de l'autre plutôt qu'être en apporteur de savoir. Donc, ce qu'il y a derrière cette notion d'écoute, c'est ça. Entre experts, entre guillemets, à des sujets de management, quand je discute avec d'autres coachs ou avec mes collègues, on se dit qu'il y a une compétence managériale qui n'est jamais terminée, mais c'est celle de l'écoute. Parce que c'est tellement difficile, en réalité, d'écouter les gens en faisant taire sa propre pensée tout en étant présent dans la conversation. C'est une tâche d'une complexité extrêmement importante. Donc, voilà ce que j'entends derrière la notion d'écoute. Je ne sais pas si ça clarifie pour nos auditeurs. Je pense. Merci. Alors, merci beaucoup. Vas-y, Benoît. J'ai une question pour toi, Livia, qui est très en lien avec le travail que tu as fait, et puis aussi avec l'actualité. Est-ce que tu peux nous partager sur, est-ce que la crise de ces derniers temps a changé quelque chose sur les outils? Oui, alors c'est intéressant par rapport aux questions d'adoption dont on parlait tout à l'heure et de la place effectivement des technologies dans le quotidien versus le monde du travail. Pour l'instant, c'est pas encore complètement justement intégré. C'est qu'on s'est finalement retrouvés de façon obligatoire, enfin forcée, tous ensemble, dans une situation effectivement où le numérique a eu une grande place. Tu parlais de Teams tout à l'heure, Luc, ou quels que soient les outils de visioconférence qu'on a dû utiliser au même moment, alors qu'il y a des projets en cours de mise en place du télétravail pour certaines entreprises, de formation à distance, que ce soit pour l'université, les no-formations ou nos élèves. Là, au même moment, les enseignants de quasiment la moitié de la planète, bien plus, comme les parents, les enfants, tout le monde s'est retrouvé finalement à utiliser le numérique, enfin, ou à essayer de l'utiliser. C'est là qu'il y a aussi des frontières, des fractures technologiques qui ont pu se mener, mais ça a montré effectivement, en tout cas si on prend le volet positif, en quoi ces supports peuvent nous aider dans notre quotidien et faire gagner du temps. Donc pour pouvoir retrouver de l'écoute en tant que manager au RH, même à distance, on a dû effectivement réinventer des choses, se poser des questions, tester, beaucoup expérimenter. Donc là, on retrouve notre agilité dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça, j'espère qu'on va pouvoir prendre le temps justement de retirer le bénéfice de ces opportunités-là, finalement, de tests accélérés. Alors, les éditeurs nous ont proposé aussi des solutions par rapport à ça, donc ça a pu mettre un peu le focus et sur la recherche et sur les développements de ces outils. Et alors, on s'est amusé avec les collègues dans le livre blanc, même à tirer le fil de scénarios plus futuristes. Donc, on s'est projeté jusqu'à 2030. Vous verrez, alors là, je fais un peu de teasing, bien sûr, je ne dis pas tout, mais on a pris vraiment 4 scénarios qui prennent en compte la transition écologique et la transition numérique. Et on a placé le curseur, 4 curseurs différents sur un aspect vraiment plutôt Startup Nation, décroissance maîtrisée, croissance verte, des situations un petit peu plus d'effondrement technologique et voir tout ce que ça pourrait donner à la fin en termes de mode de travail et RH, donc pour aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, on a une conviction, c'est qu'on peut rebondir en tout cas sur ces situations de crise pour pouvoir se lancer sur peut-être des solutions technologiques qu'on n'aurait peut-être pas testées dans notre quotidien parce qu'on n'a pas pris le temps, parce que ça semble effectivement des fois des projets un petit peu conséquents. Alors que comme tu l'illustrais très bien, Luc, il y a des briques maintenant de plus en plus simples pour pouvoir le faire sur une action ponctuelle. Si je gagne du temps déjà sur, une fois qu'on m'a posé 4 fois la même question sur ma fiche de paye, c'est peut-être quelque chose que je peux mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir être disponible pour des cas, par exemple, plus complexes. Il y a vraiment des choses simples et concrètes qui vont nous permettre d'accélérer cette transition numérique pour tous. Merci Livia pour cette réponse détaillée. Est-ce que vous avez d'autres questions dans l'audience? Je vois pas de questions directes sur la question. J'en ai reçu juste une sur le chat. Donc, n'hésitez pas, il vous reste encore 2 minutes avant la fin de ce webinaire. Ah oui, si je regarde un petit peu plus, il y avait aussi une question, alors qui n'est pas forcément détaillée, mais c'était pour revenir sur le point de l'éthique par les RH par rapport à cette question de l'accompagnement à la technologie. Qu'est-ce qu'on mettait plus précisément? Alors, c'était pour toi, Benoît, et peut-être que tu voudras rebondir, mais…
Avec plaisir. Oui, c'est pour moi et c'est pour Luc certainement, qui en a parlé aussi un peu. Nous, c'est comme ça qu'on l'interprète chez Top Employeur. C'est vrai que quand on voit la data disponible, la data sur les ressources humaines, c'est la seconde plus grosse source de data dans les entreprises après celle de la data client. Et pourtant, on est à des années-lumière du marketing basé sur la data vers les clients et du marketing basé sur la data vers les collaborateurs. Et tout ça, je pense que c'est très lié à l'éthique. Alors, on peut parler facilement et faire un raccourci en disant que les ressources humaines sont plutôt frileux ou conservateurs. Oui, je pense qu'il y a une dimension qui n'est pas neutre là-dedans, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions sur l'éthique, beaucoup de questions sur l'utilisation de la data, et on le voit assez bien dans nos chiffres, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. On voit que les outils SIRH sont principalement destinés aux collaborateurs sur leur propre data, comment est-ce que eux-mêmes peuvent avoir accès à du data les concernant, leur information personnelle, sur basiquement paye, rémunération, mais aussi leurs bénéfices, et qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent aussi sur comment faire pour que l'entreprise puisse utiliser ces data pour améliorer le service qu'elle rend. Donc, je ne sais pas comment, Luc, tu vois la chose entre le conservatisme, la frilosité et le cadre légal autour de tout ça. Je pense qu'il y a la question du cadre légal, mais je pense qu'il y a vraiment une question qui est une question d'une tendance de fond. Pensez au grand scandale financier, Wikileaks, il y a un besoin fondamental, sociétal de transparence. Il me paraît évident. Il y a un besoin éthique. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un RH d'une grosse entité industrielle. Il me disait que depuis ces 2 dernières années, il commence à avoir des démissions pour des raisons éthiques, de gens qui ne se sentent plus alignés parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans quelque chose qui pollue, ils n'ont pas envie d'être dans un truc qui fabrique des plastiques, voilà, ce genre de choses. Alors ça, c'est pas neutre, ça n'existait pas tellement avant, pas tant que ça. Là, maintenant, ça devient un vrai phénomène. Et s'ils le remarquent, c'est que c'est chiffrable. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Et la question de la data, elle touche à la question de ma relation avec mon entreprise. Et je peux me sentir loyal, je peux me sentir engagé si je me sens bien traité. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je me sente espionné, il ne faut pas que je me sente manipulé, et il faut que j'ai le sentiment que les données qu'on collecte à mon égard sont des données sur lesquelles j'ai la main. Donc, je pense qu'il y a la question légale, mais que derrière, il y a une vraie question très, très fondamentale et sociale. Regardez sur l'application Stop Covid, qui, à mon avis, n'aurait probablement pas fait un tel débat il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. La question de savoir, mais vous collectez quoi comme data? Est-ce que vous en collectez plus que ce que vous avez dit? Il y a quelque chose autour de ça qui me paraît un élément fondamental. Ouais. C'est intéressant parce que vu alors moi je suis aux Pays-Bas, donc j'ai suivi ça de plutôt loin, mais je pense que cette appli a eu quand même un certain succès. Ça veut dire que peut-être nos concitoyens sont quand même plus ouverts à la collecte des data et à l'utilisation des data que le pensent peut-être les politiques et les managers en général ou les HR en particulier. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. J'espère que notre audience sera satisfaite et contente du niveau des débats. En tout cas, moi, je l'étais. Je remercie Luc. Merci beaucoup, merci Benoît. Merci Livia. Je remercie particulièrement Livia aussi pour la présentation de ce futur livre blanc. Et puis aussi Shirley qui agit dans l'ombre et qui a organisé pour nous ce moment de partage. Donc, merci beaucoup à tous. Continuez à suivre les événements et les webinaires Top Employeur sur le site Top Employeur et sur le site Julie Sterwen. Merci à tous. Bonne fin de journée, bonne continuation de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous. Au revoir à tous.